Je ne savais pas encore, ce matin-là, que tout allait basculer. Un café à la main, une vibration sur mon téléphone. Une vidéo. Un nom familier oublié depuis longtemps. Juste ça. Et pourtant, c'était le début d'un cauchemar éveillé. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était un enterrement. Le mien. Organisé en silence, avec fleurs, discours, larmes, alors que j'étais bien vivante. Cette histoire, c'est celle d'une fille qu'on a rayée de l'équation pour mieux protéger les apparences. D'une sœur qu'on a effacée pour en couronner une autre. C'est le récit d'une trahison familiale si profonde qu'elle n'a laissé qu'un choix. Disparaître ou revenir. Et j'ai choisi de revenir. Pas pour pardonner, mais pour révéler. Si vous avez déjà eu l'impression qu'on vous effaçait, qu'on vous reniait, qu'on vous enterrait sous les mensonges, alors cette histoire pourrait bien résonner en vous. Si elle vous touche, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner et surtout, racontez-moi la vôtre en commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez. J'ai hâte de vous lire. Voici mon histoire. J'étais en train de préparer du café quand mon téléphone a vibré. Un message vidéo envoyé par Madame Langlois, notre ancienne voisine. Je n'avais pas entendu parler d'elle depuis des années. Rien que de voir son nom apparaître sur l'écran a réveillé une tempête de souvenirs, des choses que je croyais avoir enterrées pour de bon. Le message était bref. Pas de bonjour, pas de contexte, juste une phrase. Je suis tellement désolée pour tes parents. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. J'ai appuyé pour lancer la vidéo. Une église, celle où il m'emmenait tous les réveillons de Noël quand j'étais petite. Sainte-Marie-des-Cèdres. La caméra zoomait lentement vers l'autel. 2 personnes se tenaient là, côte à côte. Mes parents. Ma mère, habillée de dentelle noire et de perles, essuyait des larmes parfaitement maîtrisées. Mon père, raide et solennel, lisait un discours d'une main tremblante. Juste derrière eux, un cercueil. Et à côté du cercueil, mon portrait, encadré, entouré de fleurs blanches. Je me suis figée. Non, c'était impossible. La voix de mon père résonnait dans le salon. Elle a toujours été une fille tourmentée, mais nous l'avons aimée. Nous avons tout essayé. Ma vue s'est brouillée. Il lisait un éloge funèbre. Mon éloge funèbre. Même si elle a quitté ce monde bien trop tôt, nous prions pour que son âme trouve enfin la paix. Quoi ? Je n'étais pas morte. J'étais là, vivante, debout dans mon appartement, haletante, tremblante. Rien de tout cela n'était réel. J'ai rembobiné. J'ai regardé la vidéo encore et encore. Leur visage ne changeait pas. Aucune faille dans leur voix. Tout sonnait faux, trop lisse, trop répété. Je me suis accrochée au bord du comptoir. Mes mains ne voulaient m'en plus s'arrêter de trembler. « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» ai-je murmuré. Pourquoi faisaient-ils ça? Je n'avais plus de contact avec eux depuis des années. Depuis qu'ils m'avaient renié, rayé de leur vie comme une tache sur une nappe blanche. Mais organiser mes funérailles? Me déclarer morte? Plus je regardais, plus je sentais le froid m'envahir. Ma mère parlait d'un accident tragique. Il n'y avait jamais eu d'accident. Mon père évoquait mes dernières années de solitude. Je vivais, je travaillais, je survivais. Et il le savait. Il le savait forcément. Alors pourquoi? Pourquoi cette mise en scène? Je me suis laissée tomber sur une chaise. Le téléphone toujours en main. La vidéo s'est terminée sur un plan large. Des gens, des visages connus, des cousins, des amis de la famille, même ma prof de piano d'enfance. Tous en noir. Tous persuadés que j'étais morte. Et aucun, pas un seul, n'avait essayé de me joindre. Je l'ai relancé une dernière fois, juste pour être certaine. Mais tout était là, clair, implacable. Il ne m'avait pas seulement effacée, il m'avait enterrée vivante. Et à cet instant, une chose est devenue limpide. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision, une volonté froide et méthodique. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Pendant longtemps, j'ai cru que la famille signifiait protection, loyauté, refuge. Cette illusion s'est brisée il y a 3 ans, le jour où j'ai été expulsée de ma propre vie, jetée dehors comme un déchet indésirable. Ce n'était pas moi qui avais volé cet argent. C'était Élise, ma sœur cadette, l'enfant doré, celle qui pouvait tout se permettre. Elle avait détourné près de 80 000 € du compte de l'entreprise familiale. Elle vivait au-dessus de ses moyens
accrochée à un style de vie qu'elle ne pouvait plus suivre. Quand les comptes ont commencé à montrer des incohérences, quand les chiffres se sont enflammés, ils ont eu besoin d'un coupable. Et j'étais parfaite pour le rôle. Je me souviens encore des mots que ma mère m'a crachés ce jour-là, dans la cuisine. Mieux vaut une fille ruinée que deux. Mon père, lui, n'a même pas levé les yeux. Tu nous as humiliés. Tu n'es plus notre fille. Le lendemain, j'étais partie, sans un sou, sans aucune explication. Juste le silence. J'ai essayé de les appeler. J'ai écrit. J'ai envoyé des lettres. Rien. Mon numéro était bloqué. Quand j'ai contacté des amis proches de la famille, ils ont, un par un, cessé de me répondre. Les portes qui avaient toujours été ouvertes se sont toutes refermées. J'étais devenue un fantôme. Pas seulement pour eux, mais pour tout le monde. Alors j'ai fait ce que font les gens brisés. J'ai fui. J'ai quitté le pays. J'ai trouvé un emploi dans un café. J'ai changé de numéro. J'ai appris à vivre en silence. Je ne postais plus rien. Je ne parlais presque plus de moi. Mais malgré tout ça, quelque part, une part de moi gardait espoir. Qu'un jour, quelqu'un appellerait. Me demanderait si j'allais bien. Me dirait que c'était une horrible erreur. Ce jour n'est jamais arrivé. À la place, quelque chose d'encore pire. L'année dernière, en voulant réactiver mon ancien compte mail, j'ai reçu un message d'erreur. J'ai contacté le support. Ils m'ont dit que le compte avait été désactivé suite à un signalement de décès. Mon nom était enregistré comme décédé. Officiellement, numériquement, définitivement. Ils ne m'avaient pas seulement renié, ils m'avaient effacé. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La vidéo tournait en boucle dans ma tête. Leur voix, leur deuil artificiel, mon visage à côté d'un cercueil que je n'avais jamais vu, mon propre enterrement, sans moi. Quelque chose clochait. J'ai commencé à creuser. Ma première impulsion a été d'appeler ma tante Hélène, la sœur aînée de ma mère. Nous n'avions pas échangé depuis des années, mais elle avait toujours eu un faible pour moi. Petite, elle me glissait des bonbons en cachette pendant les réunions de famille. Elle a décroché au deuxième appel. « Allô ? Tante Hélène ? C'est moi. C'est Maya. » Un silence. Puis un clic. Elle a raccroché. J'ai rappelé. Bloqué. Ensuite, j'ai tenté mes cousins. L'un m'a envoyé un simple pouce levé. Plus rien ensuite. Un autre m'a répondu. C'est une blague de mauvais goût ? Personne ne me croyait. Sauf un, Samuel. Le plus jeune de la famille. Le seul qui m'admirait vraiment quand nous étions enfants. Il m'a écrit, hésitant. « Maya, c'est vraiment toi ? » Oui, et j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'ils ont raconté ? Sa réponse a mis du temps à arriver. Ils ont dit que tu étais morte dans un accident de voiture, à l'étranger. Il paraît que c'était trop tard pour rapatrier le corps. Crémation. Cérémonie intime. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je n'avais jamais eu d'accident. Je n'avais même jamais eu de voiture, à l'étranger ou ailleurs. C'en était trop. J'ai rassemblé tous mes papiers. Tous. Passeport, timbre d'entrée et de sortie, contrat de travail, déclaration fiscale, baux locatif, tout. Je n'avais jamais disparu. J'avais vécu. J'avais payé mes impôts. Et eux avaient fabriqué ma mort. J'ai consulté les registres publics en ligne. Et je l'ai vu. Noir sur blanc. Maya Delmas. Date de décès, 16 juillet. Cause, accident routier. Statut, décédé. Numéro de certificat, FRA 021947. Ils l'avaient fait. Ils avaient forgé un acte de décès. C'était donc bien plus qu'un rejet. C'était une opération. Un effacement légal, administratif, total. Et là, une autre question s'est imposée. Qu'est-ce qu'ils essayaient de cacher qui justifiait d'enterrer leur propre fille vivante ? Je n'aurais peut-être pas dû chercher plus loin. Mais quand ta propre famille te raye de la carte, tu dois comprendre pourquoi. Et je l'ai trouvé, là où je ne regardais plus depuis longtemps. Sur le profil Instagram d'Élise, elle avait tout rouvert, tout mis en public. Et là, sous mes yeux, une série d'images éclatantes. Rose blanche, fond de teint de champagne, une bague plus grosse qu'un œuf de colombe, son mariage. Tout le monde y était. Ma tante Hélène, souriante, comme si elle ne m'avait pas raccroché au nez. Mes cousins, verre levé, applaudissant. Même l'oncle Denis, celui qui vit en Suisse et qui ne se déplace jamais. Tous, sauf moi.
Aucune mention, aucune photo, même pas un simple Maya nous manque. Rien. J'étais absente, effacée, jusqu'à ce que je zoome sur une image. Un discours, un toast. Le mari d'Élise levait son verre, et à côté de lui, mon père. Micro en main, sourire aux lèvres. À notre fille, celle qui nous a toujours rendus fiers. Voilà. Le remplacement était complet. Pas seulement oublié, remplacé. J'ai poursuivi mes recherches. Un clic, 2 clics, et mon sang s'est glacé. Le registre de l'entreprise familiale mentionnait une série de transferts bancaires. Le fonds que mes grands-parents m'avaient délaissé. Pour mes études, pour démarrer ma vie, tout avait été viré à Élise. 6 mois après ma mort présumée. Discrètement, légalement, sans bruit. Elle ne m'avait pas pleuré. Elle avait encaissé. Son mariage avait été payé avec ma vie, sa maison avec mon héritage, sa robe blanche avec mon effacement. Et là, c'en fut assez. S'ils me voulaient morte, ils allaient prouncer voir à quel point j'étais vivante. Le lendemain matin, je suis entrée dans un cabinet d'avocats. Dossier sous le bras, feu dans la poitrine. Passeport, contrat de travail, déclaration fiscale, preuve d'entrée sur le territoire, de sortie, de logement, tout. Inattaquable. Le jeune avocat m'a regardé, bouche entr'ouverte. Vous contestez votre propre décès? J'ai glissé le certificat falsifié sur son bureau. Je ne suis pas morte, mais je compte bien les hanter. Il a cligné des yeux, lentement, puis il a hoché la tête. Très bien. On commence par une plainte pour faux et usage de faux et une requête d'annulation de déclaration de décès. Ça prendra du temps, mais... Je n'ai pas le temps, l'ai-je interrompu. Apparemment, j'ai une messe commémorative ce dimanche. Il a levé les yeux. J'ai gardé le regard fixe. Plus tôt dans la journée, j'avais reçu un message anonyme. Pas de nom, pas de signature, juste une phrase. Ils organisent un hommage pour toi ce dimanche à Sainte-Marie-des-Cèdres. Je connaissais l'église, l'adresse. C'était réel. Et mon plan aussi. Ce soir-là, debout à la fenêtre de mon petit appartement, j'observais les lumières de la ville scintiller sous moi, comme une mer de braise prête à s'embraser. Il m'avait recouverte de mensonges, enterrée sous le silence, prétendu que je n'avais jamais existé. Mais cette fois, j'avais une scène. Laissez-les pleurer. Laissez-les jouer la comédie. Mais quand le rideau se lèvera, c'est moi qu'ils verront. Vivante, implacable, et prête à leur offrir des funérailles qu'ils n'oublieront jamais. Sainte-Marie-des-Cèdres n'avait jamais été aussi remplie. Les voitures s'alignaient le long de la rue comme pour une parade du chagrin. Les grandes portes de bois restaient ouvertes juste assez longtemps pour accueillir les endeuillés. Tous en noir, tous l'air accablés, larmes discrètes, étreintes lentes, regards baissés comme si le malheur les avait choisis personnellement. De l'autre côté de la rue, moi. Manteau noir, lunettes noires. Invisible. C'était surréaliste. Comme assister à une pièce de théâtre où l'héroïne me ressemblait, mais n'était plus moi. À l'intérieur, le spectacle avait déjà commencé. L'orgue jouait une mélodie lente et funèbre. Les cierges vacillaient doucement sous mon portrait, le même que sur le faux avis de décès. Je me souvenais du jour où cette photo avait été prise. Ce sourire-là, c'était le mien, un vrai, avant tout ça. Mon père se tenait à l'autel, visage grave, voix posée. Elle était tourmentée, mais nous l'aimions. Elle s'est perdue, et bien que nous n'ayons pu la rejoindre, nous n'avons jamais cessé de prier pour son retour. Ma mère était assise au premier rang. Tissu brodé entre les doigts, larmes millimétrées, sanglots délicats, trop bien réglés pour être vrais. Et Élise, ma sœur. Ah, Élise. Debout, perles blanches, serrées entre ses doigts, comme si c'était elle qui retenait son cœur en morceaux. Maya était compliquée, dit-elle, mais elle était ma sœur. J'aurais aimé lui dire au revoir. Un mensonge, enrubanné dans une larme, noué comme un paquet cadeau. Je me suis avancée, juste assez pour entendre. Le prêtre leva une main. Prions pour le repos de son âme. Sa voix résonna dans la nef comme un rideau qui tombe. Observons maintenant une minute de silence. Tous se levèrent, têtes inclinées, mains jointes, yeux clos, une salle entière suspendue dans une dernière respiration collective. Et moi, j'ai poussé les portes.
Le bruit fut net, tranchant. 2 battants lourds s'ouvrant comme un tombeau qu'on fracture. La lumière froide de l'extérieur s'engouffra dans l'église, dessinant une colonne de clarté le long de l'allée centrale. Et j'y suis entrée, lentement, délibérément. Chaque pas sur le marbre résonnait comme un coup de tonnerre. Tactique, tactical. Tactique. Le silence se brisa. Des têtes se tournèrent, puis d'autres. Des chuchotements jaillirent comme des étincelles. C'est elle ? Ce n'est pas possible. Une voix d'enfant fendit l'atmosphère. Maman. C'est Maya ? J'ai retiré mes lunettes. Tous les regards ont accroché les miens. Effarés, figés, terrifiés, ma mère blêmit. Ses lèvres tremblèrent, puis son corps s'effondra, dramatique, parfaitement chorégraphié. Évanouissement de théâtre. Mon père resta bouche ouverte. Sa coupe de vin glissa de ses doigts et se brisa sur le banc. Élise me fixa, immobile, mâchoire crispée. Ses doigts se refermaient sur ses perles comme si elles pouvaient la protéger. Une flûte de champagne à moitié pleine chuta de sa main et éclaboussa ses escarpins immaculés. Le prêtre, sidéré, recula d'un pas. Et moi j'avançais. Chaque œil dans l'église m'accompagnait, incapable de décider s'il voyait un fantôme ou une sentence. Peut-être étais-je les deux. Je ne disais rien. Je n'avais pas besoin. Ma présence suffisait. J'étais le tonnerre après le mensonge, la conséquence qu'ils espéraient ne jamais voir revenir. Arrivé au pied de l'autel, la salle retenait son souffle. Je me suis retournée. Tous les visages braquaient sur moi. Alors j'ai souri. Je me suis tournée vers la foule, me plaçant juste sous mon propre portrait. Le même cadre, les mêmes fleurs, la même mise en scène. Mais cette fois, j'étais là. Bien vivante. J'ai balayé la salle du regard. Tous me regardaient, certains avec horreur, d'autres avec fascination. J'ai pris une inspiration, puis ma voix a brisé le silence. J'ai entendu dire que j'étais morte, mais je suis venue corriger l'histoire. Un frisson a traversé les bancs. Personne ne bougeait. Certains tenaient encore leur téléphone, mais avaient oublié comment filmer, comment cligner des yeux. Il n'y a pas eu d'accident, aucun crash à l'étranger, aucun cercueil à rapatrier, et surtout, aucun deuil. J'ai sorti un dossier de mon manteau, épais, tamponné, rempli de preuves. Voici mes timbres de passeport, mes contrats de travail, mes déclarations d'impôts, mes baux. J'ai été vivante, présente, active, pendant que vous organisiez ma disparition. Je me suis tournée vers mes parents. Ce sont eux qui ont déclaré ma mort. Ce sont leurs signatures sur le faux certificat. C'est leur mensonge qui m'a effacée. Puis j'ai levé les yeux vers Élise. Elle n'avait pas bougé. Figée, mâchoire serrée. Les perles de son collier tremblaient entre ses doigts. Et elle, ai-je repris d'un ton plus calme, elle a tout reçu. Mon héritage, mon avenir, mon silence. Élise a entrouvert la bouche, un début de protestation. Je l'ai coupée net. Ne te fatigue pas. La maison que tu as achetée, c'est mon argent. Le mariage que tu as célébré, financé par ma mort. Et si tu te demandes comment je le sais, j'ai les documents. Et maintenant, j'ai laissé planer un silence. Dans les rangs, quelqu'un a soufflé « Elle a des preuves ». Un autre a sorti son téléphone. Le petit point rouge de l'enregistrement s'est allumé. Parfait. Qu'ils voient tous, qu'ils entendent. Ce que vous avez organisé ici aujourd'hui, ce n'est pas un hommage. C'est une couverture. Ce n'est pas une perte que vous pleurez, c'est une décision. Vous n'avez pas perdu une fille, vous l'avez sacrifiée. Et aujourd'hui, vous devez regarder en face celle que vous avez enterrée vivante. J'ai observé mon père, livide, ma mère toujours dans sa posture d'évanouie tragique, et Élise, qui n'avait plus rien à quoi se raccrocher, pas même ses perles. Vous pensiez m'avoir effacée, vous pensiez que le monde ne poserait jamais de questions. Mais vous avez oublié une chose essentielle, je suis encore là. Et cette fois, je ne reviens pas pour demander pardon. Je reviens pour rétablir la vérité. Je me suis retournée lentement, laissant le silence se remplir de murmures, de frissons, de malaise. Puis j'ai marché jusqu'à la sortie. Chaque pas résonnait comme un glas. Une cérémonie, oui, mais pas la mienne. Et alors que j'atteignais les grandes portes, les cloches de Sainte-Marie se sont mises à sonner. Ironique. Une cloche funèbre. Mais cette fois,
Ce n'était pas moi qu'on enterrait. Parfois, il faut mourir dans leur monde pour renaître dans le sien. Et cette fois, je ne suis pas revenue pour qu'on me pardonne. Je suis revenue pour être libre.